S'agissant de l'articulation entre régionalisation et gouvernance des migrations. Je vous donne tout de suite la parole. Merci Madame la Présidente et merci aussi à la Société de m'avoir invitée. Et comme je souffre un pied cassé, vous souffrirez de mon français cassé. Maintenant, je voudrais commencer mon propos par cette phrase entendue ici même. People are strange when you are a stranger. Tel doit être le sentiment d'un migrant, alors que la migration est un phénomène aussi vieux que l'humanité. La migration est aussi un sujet d'actualité. En particulier pour l'Afrique, dans la Méditerranée, l'image de bateaux de fortune remplis d'enfants, de femmes et de jeunes hommes est présente dans nos esprits. Dans le monde moderne, la migration renvoie au mouvement de personnes à l'intérieur ou à l'extérieur de frontières d'un État, de façon volontaire ou forcée, légalement ou de manière irrégulière. La migration est un concept multifacette, beaucoup plus complexe et plus large que les migrations de l'image que j'ai mentionnée. En effet, contrairement donc aux informations véhiculées ici et là par certains médias et dans certains discours, la réalité de la migration en Afrique va au-delà de l'immigration irrégulière vers l'Occident. Les statistiques montrent que les Africains émigrent assez peu. L'immigration représente 16% de la population mondiale, mais seulement 14% de migrants, 40 millions de personnes, sont des immigrés africains au regard de la population de leur continent d'origine et quasiment constant depuis 30 ans, environ de 3% seulement. D'autres données fournies par l'Organisation internationale pour les migrations montrent que les migrations entre pays africains et à l'intérieur des pays africains sont de loin plus importantes. C'est donc à juste titre que la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'UA a choisi comme thème de l'année 2019 année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées internes vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique. Dans la même veine, l'UA a développé un arsenal d'instruments juridiques de profils divers ainsi qu'un ensemble d'institutions et mécanismes pour encadrer le phénomène migratoire sous ces différents angles. Il serait quelque peu hasardeux de me lancer dans un relève exhaustif. Toutefois, j'ai mentionné des instruments connus, emblématiques, comme la Convention de l'OUA régissant les Africains sur les réfugiés de 1969, la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, Convention de Kampala 2009, ainsi qu'un protocole relatif à la libre circulation des personnes, aux droits de résidence et d'établissement 2018. Ce cadre conventionnel est complété par d'autres textes à caractère programmatoire comme l'agenda 2063, ainsi que le cadre de politique migratoire de l'UA pour l'Afrique, adopté en 2006 et révisé en 2018. Sur le plan de mécanismes, on se contentera de mentionner la mise en place en février 2020 de 3 institutions chargées des calculs migratoires, à savoir le Centre africain d'études et de recherche sur les migrations avec son siège à Bamako, Mali, l'Observatoire africain de migration avec son siège à Rabat, Maroc, et le Centre opérationnel continental de lutte contre l'immigration irrégulière au Soudan. Dans cette perspective, autant le relever d'entrée de jeu, il n'existe pas à l'échelle africaine un instrument global traitant spécifiquement de la migration, en dépit de l'intérêt accordé à la question. Le régime africain a traité la migration à travers ces deux aspects, positifs et négatifs. Première grande tendance donc, l'approche positive.
La migration est un facteur économique important, est en même temps un vecteur de développement et de transformation économique. L'un des objectifs de l'UA, tel qu'inscrit dans l'acte constitutif, est d'accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent. En premier lieu, il y a l'établissement d'une zone africaine de libre-échange qui utilise la migration comme un vecteur de transformation économique. L'accord de Zélégraphe, adopté en mars 2018, vise à créer un marché unique pour les marchandises et les services facilités par la circulation des personnes, afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, tel que l'on sait dans l'agenda 2063. Contribuer à la circulation de capitaux et de personnes physiques et faciliter les investissements en s'appuyant sur les initiatives et les développements dans les États parties et les CER. Signe d'une volonté politique forte, la ZLECAf est entrée en vigueur une année seulement après son adoption. Pour nous, c'est cette histoire. Elle offre ainsi un cadre favorable à la migration économique intra-africaine pour constituer pleinement un vecteur de développement. Le flux migratoire sont ainsi perçus positivement. En deuxième lieu, la libre circulation des personnes. Si nous voulons réaliser notre ambition d'atteindre l'intégration, cela n'arrivait pas sans la liberté de mouvement entre nous. Mais nous ne perdons pas de vue également l'aspect de sécurité en la matière. Ainsi, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a conclu en février 2017 que les avantages liés à la libre circulation des personnes, des biens et des services dépassent largement les défis sécuritaires et économiques. En réalité, il s'agissait de rappeler le modus operandi préconisé par le traité d'Abuja de 1991 qui établissait une communauté économique africaine pour faciliter l'intégration, y compris la libre circulation de personnes. Depuis 1991, il a fallu attendre près de 27 ans, ponctué de multiples négociations pour que les États africains adoptent en 2018 le protocole relatif à la libre circulation de personnes au sein du continent. Ici, c'est très important de noter que nous ne vivons pas en utopie. S'il fallait illustrer ce propos, on notera qu'à ce jour, ce protocole n'a obtenu que 4 ratifications sur les 15 nécessaires pour son entrée en vigueur. L'adoption du protocole n'a pas suivi une approche graduelle. J'ai négocié ce protocole en portant 2 différents chapeaux. Le premier comme la chef de délégation égyptienne et la deuxième comme conseillère juridique de l'Union africaine. Ce projet a recueilli de nombreux financements de la part de la partenaire, dans l'espoir qu'il limitera le flux migratoire irrégulier. Au cours des négociations, certaines demandes se sont heurtées à des résistances en raison, notamment, de divergences entre les États membres sur leur système de registre des naissances et des citoyennetés. Les États ont fait valoir que la mise en œuvre complète nécessitera d'abord une harmonisation des normes de registration pour mettre à la liberté de mouvement de se dérouler son œuvre. Était-ce donc la meilleure approche? C'est à vous d'y répondre. Le protocole définit la libre circulation des personnes comme le droit de tout citoyen d'un État membre d'entrer, de circuler librement et de résider dans un autre État membre conformément aux lois du pays membre hôte et de quitter cet État en conformité avec les lois et procédures relatives à la sortie de ce dernier.
L'article 5 du protocole établit 3 phases en vue d'une mise en œuvre progressive de la libre circulation. Aussi, le protocole prévoit l'adoption du passeport africain comme document de voyage et invite les États parties à travailler en étroite collaboration avec la Commission de l'UA pour faciliter la délivrance de ce passeport à leurs ressortissants. Par ailleurs, le protocole prévoit d'autres dispositions et mécanismes pertinents qui structurent habituellement le concept de la libre circulation. Sincèrement, je pense que c'est un protocole très optimiste, mais pour gagner plus de ratification, il nécessitait plus de travail sur le terrain et un soutien au programme qui peut faciliter sa bonne mise en œuvre. Au-delà de la promotion de la migration régulière, dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda d'intégration du continent, le régime africain sur les migrations organise une prise en charge de certains cas de migration forcée. Maintenant, je veux aborder le régime africain de gouvernance de la migration forcée, l'approche négative. La migration forcée ou involontaire est une réalité sur le continent africain et prend principalement 2 formes pour lesquelles les États membres ont mis en place un système de gouvernance en fonction de ce que la migration comporte un élément d'extranéité ou se déroule au sein de frontières d'un État. En premier lieu, le droit de l'UA a pris en compte les personnes fuyant la persécution et qui franchissent les frontières internationales. La protection des réfugiés est principalement régie à l'échelle africaine par la Convention de l'OIA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Convention africaine sur les réfugiés adoptée en septembre 1969 est entrée en vigueur le 20 juin 1974 et compte à ce jour 46 États parties. Cette convention, comme il ressort clairement de sa date, a été adoptée après la Convention des Nations Unies de 1951. La première se concentre sur les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, tandis que la seconde a été adoptée en réaction aux souffrances des réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale. La Convention africaine sur les réfugiés se présente elle-même comme le complément régional efficace de la Convention de 1951 des Nations Unies sur le statut des réfugiés. C'est donc en toute logique que la Convention africaine sur les réfugiés a élargi le domaine de définition de réfugiés en y ajoutant toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligé de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité. Maintenant, la source des réfugiés a changé. Aujourd'hui, la source principale réside dans les conflits armés internes, les conflits frontaliers, les conflits liés à la gouvernance ainsi que les autres problèmes comme le changement climatique. On ne le dit pas assez souvent, mais l'Afrique est la région qui accueille le plus de réfugiés dans le monde. Une évolution et ou une réévaluation de la Convention de 1969 pour prendre en compte le défi actuel serait donc la bienvenue. La question se pose particulièrement à l'égard
de la multiplication de politiques et pratiques développées à partir de l'extérieur du continent sous le couvert de partenariats, de gestion de flux migratoires et qui créent un impact considérablement négatif sur la protection africaine des droits de la personne humaine. Par exemple, l'Union européenne fait la promotion d'accords avec les États africains qui permettent, notamment en matière d'asile, aux États européens de déterminer le nombre et le profil socio-économique des réfugiés qu'ils souhaitent accueillir. Ici, il convient de s'interroger sur leur adéquation avec la finalité première de la Convention de l'OIA et la Convention de Genève, celle de conférer une protection de remplacement aux personnes dont les droits sont menacés dans leur propre pays. Je ne vais y pas répondre, c'est une question pour le chercheur. Enfin, une autre facette de la mobilité contrainte et couverte par le droit de l'UA, il s'agit de la protection et l'assistance aux personnes déplacées. La Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, Convention de Kampala, a été adoptée le 23 novembre 2009 et entrée en vigueur le 6 décembre 2012. Il s'agit pour l'heure du seul instrument juridique international contraignant sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées qui sont d'ailleurs définies comme étant les personnes ou groupes de personnes ayant été forcées ou obligées de fuir ou de quitter leurs habitations ou lieux habituels de résidence, en particulier après ou afin d'éviter les effets des conflits armés, des situations de violence généralisées, des violations de droits de l'homme et ou des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme et qui n'ont pas traversé une frontière d'un État internationalement reconnu. Les personnes déplacées, tout comme les réfugiés, sont des migrants forcés. Toutefois, les personnes déplacées le sont à l'intérieur des frontières de leur État de nationalité ou de résidence. L'absence d'un instrument global traitant spécifiquement de la migration n'est pas synonyme de non prise en compte de la question par les États membres de l'UA. Comme cela a été démontré, la question a été prise en charge dans de nombreux instruments juridiques, sans oublier d'autres documents qu'il convient de classer dans la catégorie de la soft law. Ainsi présenté, le régime africain de gouvernance de migration, loin d'être de mimétisme de régime mondial, répond aux spécificités de la question migratoire en Afrique. Certes, ce régime n'est pas exempt de critiques quant à son effectivité, mais il constitue déjà un pas dans la prise en charge de la migration. Bref, en l'état actuel des choses, le régime africain de migration est déterminé, mais il est encore loin d'être déterminant. Et si certains pourraient, dans cette situation, se laisser au pessimisme de l'intelligence, il faudrait bien, comme nous l'a appris Antonio Gramsci, qu'ils allient à l'optimisme de la volonté. Je vous remercie pour votre attention. Moins de 20 minutes. Oui. J'ai des intervenantes exemplaires, donc je vous remercie d'avoir plus que respecté le temps imparti. Donc je retiens juste quelques points. D'abord, la remise en cause d'une idée reçue, à savoir que les Africains ne sont pas les principaux migrants, de moins à l'extérieur du continent africain, et que l'Afrique est une terre d'immigration. Et puis aussi le fait que, ce qui m'a marqué dans votre propos, le fait que l'Union africaine développe parallèlement ce que l'Union européenne a fait de façon disjointe, à la fois la vision positive du phénomène migratoire, donc tout ce qui est libre circulation, et la vision négative, donc la gestion
de la migration forcée, hein, à la fois réfugiés et déplacés internes, avec un point commun ensuite entre les deux régimes, le manque de solidarité qui est source de fragilité des régimes de gestion des migrations et c'est peut-être lié, conduit peut-être au développement du droit mou à la fois pour la gouvernance des migrations en Europe et dans l'Union africaine. Donc il semblerait que ce soit la tendance, mais qui s'explique donc peut-être certainement par le manque de solidarité entre les États membres donc de l'Union européenne et de l'Union africaine. Alors comment maintenant le niveau universel